Il y a des récits qui ne cherchent pas à convaincre. Ils existent parce qu'une rencontre a eu lieu, parce qu'à un moment donné, deux trajectoires se sont croisées, dans des contextes où la plupart d'entre nous préfèrent ne pas s'aventurer. Hervé, Andrea, Hassan, Willy, Djibril, des prénoms empruntés, des histoires bien réelles. Certaines personnes entrent dans la vie des autres quand tout est déjà très fragile, quand l'exclusion n'est plus une idée abstraite, mais une réalité quotidienne. Fabienne Ombray, mon invité de ce 23e épisode d'Éclat d'esprit, fait partie de ces voix qui racontent sans exposer, qui décrivent sans juger et qui rappellent que derrière chaque situation difficile, il y a d'abord un être humain. Un être humain avec des besoins essentiels, souvent liés à une question de santé mentale, à laquelle notre société n'a pas su répondre. Ces textes ne parlent pas seulement de ce qu'ils rencontrent, mais de ce qu'il se joue entre les personnes. Le regard, la distance, ce qui sépare, et parfois ce qui relie. Dans cet épisode, il sera question de récits, de rencontres, de nouvelles perspectives, et de cette ligne fragile où l'on découvre que ce qui dérange peut aussi rapprocher et parfois guider vers d'autres possibles. Interroger ces récits, c'est interroger notre rapport à l'exclusion, à la dignité, à notre santé mentale, et à la place que l'on laisse à l'autre quand la situation devient difficile. Bienvenue dans un épisode consacré à la rencontre humaine, là où la difficulté n'efface pas le lien, elle le met juste à l'épreuve. Bonjour Fabien, je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de lire tes précieux écrits, qui es-tu ? Bonjour Hélène, merci de m'avoir invité. Je suis technicien hygiène, c'est-à-dire que je travaille pour un bailleur social sur la ville de Lyon. Je viens du terrain, pendant plus de 10 ans j'ai travaillé dans la proximité, donc j'intervenais auprès des habitants au quotidien. Et aujourd'hui j'interviens dans les cas d'infestation de punaises de lit et de blattes sur le patrimoine du bailleur pour lequel je travaille. Et pour lutter efficacement contre les infestations qui se propagent dans les immeubles, je dois pouvoir rentrer dans des logements dont les portes nous sont fermées, et c'est souvent là que tout commence. En parallèle, je décris ces rencontres sur LinkedIn en publiant des petites histoires. J'y mêle un brin de fiction et beaucoup de réalité. Au départ, si j'ai écrit, c'était pour rendre visibles les invisibles. C'était un acte quasiment militant pour faire sortir de l'ombre ceux qui ne prennent jamais la parole et ceux qui sont invisibilisés dans la société. Devant tant de misère et de solitude, c'était un peu coucher à l'écrit les mots pour refuser de se coucher devant la misère. C'est pas la misère pécuniaire qui est dure à voir, c'est la misère sociale et le profond isolement. Ce n'était pas un exutoire, c'était une façon de dire ce dont mes yeux et mon cœur avaient été témoins, une façon de partager pour un petit peu moins le porter et le mettre un peu à distance. Toutes mes histoires, entre guillemets, finissent toujours bien. J'essaye de montrer toujours les petites améliorations qu'il y a eu dans le quotidien des personnes qui avaient les portes fermées au départ. Parce que moi j'ai vraiment une foi inébranlable en l'humain et j'aime bien montrer le beau même dans la misère. Et cela me permet aussi de partager des petites victoires qui sont parfois de grands pas pour les personnes qu'on accompagne. Tous tes écrits, c'est vraiment très précieux en fait. Donc moi je t'ai découvert sur LinkedIn et c'est vraiment extrêmement précieux tout ce que tu peux voir et partager avec une si grande humanité. Je te propose d'ouvrir notre échange justement par la lecture de tes textes. Alors je te propose un texte que j'ai appelé « Avant d'entrer en apnée dans son appart ». Ça parle de l'addiction, de la santé mentale, du jugement des autres, de l'absence d'information quand nous on est derrière une porte, on ne sait pas ce qui se passe derrière. Ça parle aussi de l'isolement et aussi de la honte d'être soi. C'est l'histoire d'Hervé, un monsieur que j'ai rencontré il y a un peu moins d'1 an et qui vivait dans un logement insalubre. On t'écoute. Hervé se gare avec son berlingot sur la rue de Tervernier à Lyon, devant une grande barre d'immeubles anthracite. L'intérieur du véhicule utilitaire, il le connaît très bien. C'est son second chez lui, son caisson de décompression, avant d'entrer, en apnée, dans son appart. Ce soir, comme chaque soir, Hervé va s'ouvrir une bière, sans avoir mangé à midi pour que l'effet soit rapide, souvent une 8-6, la bière des clodos. Sur le siège passager qui n'accueille plus personne,
traîne son sac avec les canettes qui roulent sur le tissu gris fané. Depuis un bout de temps, plus personne ne vient dans sa voiture pour ses tournées de livraison. Hervé a compris que l'odeur corporelle qu'il avait fini par dégager incommodait les collègues. Hervé n'a plus de douche dans son appartement et le lavabo de la salle de bain est tombé du mur. Quant à la cuisine, merde, impossible de le signaler. Pas question de faire entrer quelqu'un là-bas. Impossible, impensable, plutôt crevé. Alors, avant de rentrer, une canette, cul sec. Il y en a qui picolent pour oublier. Hervé, c'est pour ne pas penser. Souvent, dans les vapeurs éthyliques, Hervé essaye de réfléchir. Il hésite sur l'issue de son avenir proche. Soit ça va finir par aller mieux, soit il va crever. Quelle que soit l'une des deux options, il n'a plus la force d'influer sur son destin. Hervé le sait, personne ne pourrait vivre là-haut, vu ce qu'il y a. Avant d'ouvrir sa canette, avant d'entendre le pchit de la honte et de la libération, il hésite. Depuis quelque temps, il a peur, une boule dans l'estomac. Il a des frissons à l'idée que quelqu'un puisse entrer chez lui. Avant, ce n'était pas le cas. Il était devenu une ombre, invisible et inaudible. Mais ça, c'était avant. Avant que ces enfoirés lui mettent la pression pour visiter le logement. Les représentants du bailleur sont venus il y a 15 jours. Soi-disant, ils ne répondaient pas à leur courrier. Ils recherchent des punaises de lit, et il serait obligé d'ouvrir sa porte. Merde, il le paye son loyer. Jamais un mot plus haut que l'autre. Jamais une réclamation en 10 piges. Et on vient l'emmerder? Laissez-moi clapser. Laissez-le, le rebut de l'humanité s'effoutoufer dans sa merde. Il a envie de leur cracher à la gueule. Pourtant, quand il y repense, ils avaient l'air plutôt sympathiques. 2 mecs et une nana. Une assistante sociale. Une assistante sociale, carrément. Peut-être qu'à force de toucher le fond, il est devenu un cassos. Ils ont été humains et bienveillants, un peu comme son patron. Ils n'avaient pas l'air de le juger. Bah tiens, attends qu'ils entrent et tu verras. Ils lui ont laissé 15 jours pour ranger son chez lui. Mais ils sont tenaces. Ils ont repris un rendez-vous. Et en 15 jours, en 15 jours. Quand t'as vécu des années dans la fange, c'est impossible de faire quelque chose. T'es condamné. C'est aujourd'hui qu'il doit les rencontrer de nouveau. Il va essayer de passer Fissa, incognito, de sa caisse à la porte d'entrée de l'immeuble. Et en claquant la portière, Hervé pense que s'il a peur, c'est peut-être qu'il est encore vivant. Fabien, qu'est-ce qui te pousse à partager ce vécu? C'est l'envie de faire connaître une autre réalité au plus grand nombre et rappeler que derrière la saleté, il y a un humain qui vit et que ces situations de détresse n'arrivent pas d'un coup. C'est un peu rappeler la fragilité de l'existence humaine. On est un peu tous des équilibristes et il est très facile de perdre l'équilibre et de tomber très bas. Absolument. Selon toi, qu'est-ce que révèlent tes rencontres sur notre humanité collective? Je pense que, pour moi, c'est l'importance de l'échange, de l'écoute et du regard. On peut enfermer et blesser comme on peut aider par notre simple posture. On vit dans un monde de l'immédiateté, de la surréaction, et ça fait souvent du bien de se poser un peu, de faire un pas de côté, pour comprendre les situations. Et il faut être aussi humble et accepter de ne pas comprendre ce qui se passe devant nos yeux. J'ai écrit une fois « Ce qui nous dégoûte est finalement ce qui nous relie à l'autre ». Et je crois que c'est très important. C'est de se rappeler que nous sommes des humains pris dans une relation qui nous bouleverse. On n'est pas des surhommes, on n'est pas des médecins. On ne pose pas de diagnostic, on est juste là parce que le hasard fait que c'est tombé sur nous, quoi. Et en face, rien de ce qu'on voit ne nous paraît logique. Il faut accepter d'être choqué, dégoûté par une situation, parce que ce qui nous révolte, c'est de voir un autre humain accepter malgré lui une situation inhumaine. Merci infiniment en tout cas de nous permettre de faire ce pas de côté en nous partageant les situations que tu peux côtoyer au quotidien. Dans les situations difficiles, comment perçois-tu la frontière entre l'humain et la situation justement? Alors, sur le moment, moi je suis focalisé sur une action bien précise. Donc je suis un technicien, je ne suis pas à proprement parler un travailleur social, et je ne suis pas du corps médical non plus, donc je ne pars pas d'un diagnostic, je pars d'une situation concrète. Et mon objectif souvent c'est éradiquer les bestioles qui sont en train d'envahir le reste de l'immeuble, et pour cela il faut mettre des actions
qui sont toutes très simples. Hein. Souvent, c'est faire le ménage, faire le rangement, mais ça veut dire bousculer les personnes. Donc, moi, j'entreprends toujours, avec plus ou moins d'écoute en face, hein, c'est jamais fluide, d'expliquer la raison de ma présence et les actions qui doivent être mises en place. Je pose le diagnostic de ce que je vois dans le logement, et en gros, pour moi, la présence d'insectes, elle est salvatrice parce que ça me permet de pas poser un jugement sur le mode de vie. Je leur dis que si on veut traiter les insectes, il va falloir qu'on range le logement, et que ce que je vois, ce n'est pas un logement rangé. Et je ne dis pas que ça sent mauvais, que c'est sale, que c'est de l'abandon, que c'est pas possible. Et en discutant avec la personne, on tombe d'accord sur le fait que seule, elle n'arrivera pas à reprendre le fil du quotidien pour ranger son logement. Donc c'est pas un mode de vie que je remets en question, c'est vraiment les conséquences de cette façon de vivre pour le voisinage. C'est parce que ce mode de survie dérange la communauté que nous devons intervenir pour en atténuer les effets. Et pour cela, il faut obtenir l'adhésion de la personne qui est victime de sa propre situation. J'aime bien dire que les personnes sont victimes, parce que ça change tout de suite le regard qu'on peut avoir. Et puis c'est assez vrai. Et c'est vrai, elles sont victimes et la plupart du temps, les personnes que je vois n'ont pas de soins, elles en auraient besoin. Il y a beaucoup, 99% du temps, il y a un problème de santé mentale, au moins de soutien psychologique qui est absent et d'isolement profond. Et ce que je trouve intéressant, des fois, mon premier article, j'avais écrit « Il a été sauvé par les cafards ». En fait, c'est la présence de ces insectes nous font rentrer dans des logements dont on n'aurait jamais ouvert la porte, parce que ce sont des gens totalement invisibles qui payent leur loyer, qui ne font pas de bruit, qui vivent reclus, qui du coup sont coupés du voisinage par peur, donc c'est des super voisins, enfin, ils sont jusqu'au jour où la situation dérape. Et en fait, c'est le collectif qui les sauve finalement. Parce que ces personnes-là vivraient dans une petite maison isolée, on ne serait jamais allé les voir. Ouais. Ou on serait allé les voir le jour où ils seraient cassés le col du fémur, quoi, comme ça arrive à la campagne. Alors après, moi, c'est en écrivant, une fois que les rencontres sont passées, alors parfois c'est quelques heures, souvent c'est quelques jours, et des fois c'est quelques années plus tard que j'aurai écrit ce qui s'est passé, mais ça me permet de séparer l'humain de sa situation et de me focaliser sur la personne. Parce que quand je suis dans le logement, je suis vraiment focalisé sur la situation, et mon but, c'est de rendre la situation adaptée au traitement, tout en essayant de ne pas être trop intrusif pour la personne. Mais son vécu, qu'est-ce qu'il ressent, je ne peux pas le prendre en compte, ça fait trop de choses. Et quand j'écris, en fait, je me mets dans sa tête, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, Hervé. Moi, j'ai pas eu de problème d'alcool, mais j'essaye de savoir comment il a fait avant que nous on le rencontre. Parce que c'est vrai qu'on l'a rencontré ce jour-là et on a débarrassé son logement 15 jours plus tard. Et il a pleuré quand on l'a fait. Mais Hervé, il avait 50 ans. Il s'attendait pas à pleurer. Je peux lire une petite description d'une dame que j'ai rencontrée il y a bientôt 1 an. Et ce passage dit quelque chose de précis sur la nécessaire mise à distance quand le malheur nous éclate au visage. Avec plaisir. Devant l'entrée du bâtiment gris m'attend une travailleuse sociale qui suit la femme que nous devons rencontrer. Cette fois-ci, c'est un hôpital psychiatrique qui nous a contactés pour nous révéler une situation de souffrance vécue par une femme d'une 60aine d'années. Cette femme, que nous appellerons Andrea, a composé depuis plusieurs mois et à de multiples reprises le 31-14. 4 chiffres pour parler de ses envies d'en finir. Le 31-14, c'est le suicide. Je me présente à mon interlocutrice et son sourire discret me reconnecte au présent et me fait oublier un temps les pulsions suicidaires de la femme que nous devons rencontrer. Nous nous serrons la main, le contact physique me rassure, nous serons 2 à affronter la tristesse qui remplit le logement. Je vais rentrer avec une personne dont le métier est d'accompagner les êtres humains en souffrance psychique. Cela représente une certaine assurance pour moi. J'écoute Andrea échanger avec l'assistante sociale de l'hôpital, lui dire qu'elle veut déménager, ressentir la compassion de la professionnelle qui lui fait face et prend très au sérieux son mal-être sans entrer dans l'apitoiement. Difficile métier de funambule, écouter, comprendre et aider sans se faire happer par la douleur humaine si universelle. Ces personnes sont un peu nos chamans des temps modernes
elles interprètent les non-dits des laissés pour compte. En parlant, Andrea finit par craquer. Elle pleure comme un jeune enfant. C'est difficile à entendre et à supporter sur ce palier, dans cet espace public. Il y a quelque chose d'agaçant dans ces sanglots qui n'en finissent pas. Et oui, elle avait perdu la décence de souffrir en silence. Cette petite mamie frêle portait le fardeau de son âme sur le squelette de son existence. Elle était épuisée par la vie. Nous avons terminé sur la possibilité de faire entrer ce couple fatigué dans une sorte de maison de retraite où ils continueraient d'être ensemble. J'ai quitté ma collègue d'une matinée, elle m'a dit dans un sourire qu'elle ne lâcherait pas et qu'on allait avancer et mettre en place une aide à domicile une fois le logement assaini. C'était un de ces sourires qui vous trottent dans la tête et vous font sentir léger le reste de la journée. Peux-tu donner un exemple où la rencontre a changé ta perception d'une situation ou d'un système ? Oui, c'est l'exemple de Hassan. Alors à chaque fois je donne le prénom, c'est des prénoms qui sont modifiés. Je n'appelle jamais les locataires par leur prénom. Enfin, sauf un gamin que j'ai rencontré une fois, mais sinon non, c'est les gens que je vous vois. Des fois on se parle quasiment pas, et des fois on se parle beaucoup. J'aime beaucoup donner un prénom, parce que du coup ça donne une réalité. Avec un seul prénom, on sait beaucoup de choses. Et moi je rencontre beaucoup de personnes qui ne sont pas de culture occidentale, et du coup ils ont une barrière en plus. Et je trouvais que c'était important de le dire. Un homme ou une femme, ça change aussi beaucoup de choses. Un homme ou une femme de 80 ans, ça change aussi beaucoup de choses dans le vécu qu'ils ont eu. Ils n'ont pas eu la même vue qu'aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je donne toujours le prénom. Hassan, il a une 40aine d'années. Hassan, c'est mon frère jumeau, quoi. Hein. On a le même âge, on se ressemble presque un petit peu. Et je l'ai rencontré à son domicile il y a près de 2 ans. On partait de très loin et il a fait un chemin immense. Au tout départ, ses réactions étaient impossibles à comprendre quand on ne savait pas ce qu'il vivait. Pour faire rapidement, et Hassan avait un grand syndrome de persécution et beaucoup d'addiction et beaucoup de violence dans ses propos. Il a menacé de mort plusieurs fois à certains collègues, donc du coup le dialogue était rompu. Il ne payait plus son loyer non plus. Il menaçait ses voisins. Et en fait, on a fini par rentrer dans son logement avec un commissaire de justice. Donc du coup, c'est la justice qui nous a aidés à ouvrir sa porte. Donc c'est la justice qui l'a sauvé. Monsieur qui sortait de prison, donc lui, le commissaire de justice, il n'avait pas forcément envie de le voir chez lui. Et en fait, il avait vraiment vécu avec des centaines de rats dans son logement. À force de ne pas être entretenu, les rats avaient fini par faire leur couvée et il lui mordait les pieds la nuit. Donc forcément, il avait des troubles psy qui n'ont jamais été soignés. Il a rajouté de l'addiction là-dessus, donc ça a empiré. Il a en plus fait de la prison et puis il a eu une sortie sèche où il s'est retrouvé seul et il n'avait jamais vécu sans sa maman. Donc pour lui, tout était nouveau. Il a vécu dans un appartement au rez-de-chaussée avec des gens qui passaient tous les jours. Et il est habitué à sa cellule où des gens passaient tout le temps. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses qui se sont imbriquées. Il y a un énorme conflit de voisinage. Il a fait une fixation sur ses voisins et il leur en voulait à mort. Donc c'était très compliqué. On est vraiment rentré dans une situation très tendue. Une souffrance quotidienne, mais on le sentait. Un repli sur soi. Un énorme sentiment de persécution. Et petit à petit, ça s'est adouci. Et je pense que ça s'est adouci parce qu'il a compris qu'on était là pour régler une situation et qu'il n'avait pas son mot à dire en étant locataire d'un logement collectif. En fait, il fallait qu'on traite son logement pour pouvoir permettre aux voisins de vivre décemment aussi. Et lui, finalement, il était victime d'une situation aussi, donc on était obligé de forcer un peu la porte pour pouvoir rentrer dedans. Et il y avait un énorme tabou sur les questions de santé mentale pour ce jeune homme. Et il est arrivé à avancer, à se remettre en question, et à comprendre qu'il avait peut-être besoin d'aide. Et pour lui, c'était vraiment le monde qui tournait mal, et lui, c'était le seul être humain dans cet immeuble, quoi. C'était vraiment ça. Et
Et les choses qu'il a vécues avec les voisins et tout étaient aussi dures à vivre. Hein. Puis avec les rats, tout ça, mais c'est inimaginable de se dire quelqu'un vit avec des dizaines de rats qui lui mordent les pieds la nuit. On se dit, il délire, quoi. Donc voilà, il a fallu faire un bon pas de côté, essayer de le comprendre, d'avancer. J'ai la chance de travailler avec des prestataires qui sont habitués et qui ne posent pas de questions, qui n'émettent pas de jugement. C'est très important aussi. Comme le commissaire de justice, c'est une personne avec qui je travaille, c'est toujours la même personne, on se connaît. On a fait plusieurs logements. Je sais qu'il ne posera pas de jugement, on en parlera après. Et c'est quelqu'un aussi qui est très droit, donc qui donne tout de suite le cadre. Le cadre, ouais. Et la personne sait qu'il va falloir entrer là-dedans, mais il y a des choses qu'on est obligé de faire. Et c'est rassurant aussi pour moi de ne pas rentrer seul et d'avoir une personne qui a un autre regard. La stigmatisation des troubles de la santé mentale, c'est pour moi très important. Et la plupart de mes écrits tournent autour de cela. Parce que souffrir d'un trouble psy, c'est toujours une double peine. Il y a une souffrance, qui est souvent invalidante, et il y a aussi le regard de la société. Et beaucoup de portes qui se ferment par ignorance. Je te propose de te raconter le petit parcours de Hassan. Oui, j'ai écrit plusieurs textes sur lui, mais j'avais fait un petit résumé lors de mon dernier passage chez lui. C'est une revanche sur la vie, c'est de l'acétone sur les étiquettes qui relèguent, c'est un crochet au destin qui avait tout planifié. La rencontre avait commencé dans un taudis. Lui, il nageait dans sa propre fange, la crasse l'engluait dans le passé, c'était il y a un peu plus d'1 an. Il n'avait plus de douche ni de toilette, il vivait comme un indigent. Les rats avaient pris possession de son appart au rez-de-chaussée et lui becquetaient les pieds au plus sombre de la nuit. Les murs ondulaient sous les milliers de pattes des cafards qui pullulaient. Notre histoire commune avait mal commencé. Dans cette antre puante, accompagné d'un commissaire de justice, nous devions trouver une solution pour que son calvaire ne soit plus celui de tout un immeuble. Son malheur s'étalait comme une tache et empoisonnait la vie de braves gens. Il était devenu le fou du quartier. Il crachait à la face de ses voisins sa haine. Haine d'être soi, d'être sale, d'être devenu un animal encagé dans son délire. Je me souviens de sa capuche, ses lunettes de soleil, un visage masqué et sa haine qu'il ne pouvait maîtriser. Je me souviens que son cas était désespéré. Il devait finir à la rue, sans autre épaule pour pleurer que le dur béton d'un porche. Il n'avait même pas 40 balais et sa vie était déjà derrière lui. Puis petit à petit, l'espoir d'une existence presque normale est apparu. Ça s'est construit avec lenteur et sans acharnement. Ça lui a pris du temps, des allers-retours entre l'indécision et le défaitisme. Il a eu la chance de rencontrer des professionnels investis qui ont remplacé cette famille qui n'existait plus. Il y a eu des interventions, des barras, nettoyage, des insectisations, et on recommence à n'en plus finir. Il y a surtout eu nos rencontres, et à chaque fois, un petit détail encourageant, une amélioration de son quotidien. Il est passé de la survie à la vie. Je l'ai rencontré la dernière fois, je l'appellerai toujours Hassan, parce que ce n'est pas son prénom et je ne veux pas qu'il se reconnaisse, seule sa victoire doit être connue. Hassan m'a reçu torse nu avec un pantalon auréolé de taches, un bracelet à la cheville pour purger une peine de sa vie d'avant, dans un appartement détruit par les crises du passé, mais il avait le sourire. Il n'y avait plus de blattes, ni la moindre trace de rat. Hassan m'a raconté son nouveau quotidien. Aujourd'hui, il va voir régulièrement une psychologue au CMP. Il a repris le lien avec les services sociaux qui l'accompagnent dans ses démarches. Il envisage de rentrer dans une pension de famille et s'est inscrit pour passer un CAP de cuisinier. Et pendant qu'il me parlait, moi, je ne pouvais détacher mes yeux des rideaux qu'il venait d'installer. Il cachait les volets toujours fermés et les vitres éclatées jadis à point nu. Il avait posé un voile de pudeur sur un passé qui avait arrêté de le poursuivre. S'il fallait une preuve, tu viens de nous l'offrir sur un plateau doré. Nos jugements hâtifs enferment et parfois une seule main tendue suffit à rouvrir le champ des possibles. Donc souvent, les situations que tu nous décris touchent à la santé mentale. Comment cela influence-t-il la manière de rencontrer des personnes ? J'essaye de faire un pas de côté et d'appréhender leurs freins et les raisons qui expliquent, de leur point de vue, la situation que je constate. Moi, je ne vois que la partie émergée de l'iceberg. Je ne connais rien de leur passé, ni de leur souffrance,
ni des blessures ou des difficultés du quotidien, ni du point de départ qui a fait qu'il se retrouve comme ça aujourd'hui. J'ai conscience que cette présence étrangère, donc la mienne souvent je suis souvent accompagné, donc on est souvent 2 étrangers chez eux, est souvent traumatisante au départ, et elle n'est quasiment jamais voulue. C'est très rare que les gens m'invitent à venir, ouvrent la porte et m'invitent à entrer. J'ai l'habitude de dire que nous sommes des invités non invités. Je dis nous, la plupart du temps, je ne vais pas seul dans ces rencontres avec des inconnus. Je trouve que c'est plus facile d'instaurer le dialogue, du coup, il y a 2 personnes, soit moi j'arrive à parler à la personne, soit c'est la personne qui m'accompagne. C'est aussi plus rassurant pour l'habitant, parce que ça évite qu'on soit dans un face-à-face. Il y a un témoin des échanges, et il y a 2 personnes face à lui qui tiennent le même discours, en disant la situation que nous voyons ne peut pas continuer comme ça, on est 2 à vous le dire, et du coup on a chacun notre marge de manœuvre, mais au bout d'un moment il va falloir quand même qu'on avance tous dans le même sens. Souvent on tient le même discours au départ avec la personne avec qui j'interviens, et puis il y en a un des 2 qui diffère, ou qui comprend quelque chose d'autre, ou il y a plus d'atomes crochus avec la personne qu'on rencontre. Je trouve que c'est moins arbitraire aussi, et enfin en sortant on partage une vision de la situation qui est du coup beaucoup plus riche. Et ça nous permet de s'adapter au mieux à la situation vécue. Je te propose de lire un extrait une histoire dans laquelle je décris une rencontre au domicile. C'était une personne qu'on a rencontrée, c'était une personne qui fait peur, clairement, il était décrit comme ça par les voisins. Et c'est une personne qui a un traitement assez fort. Donc pour lui, c'est un handicap pour pouvoir parler et converser. Ça s'appelle une cargaison de yaourt. Les ampoules projettent une lumière blafarde sur le palier. Le sol est constitué de garrots teintes jadis assortis. Elles ont mal vieilli. Le temps a fait son office en rongeant consciencieusement les coloris. Comme une maladie qui ne laisse rien derrière elle, le temps passe et inexorablement il abîme. Nous sommes sur ce palier, sur un étage élevé. Assez pour que les pigeons viennent nicher sur les balcons, assez pour se sentir isolés, assez pour que le monde en bas paraisse lointain, assez pour que l'idée de sauter du balcon résonne comme une fin certaine, assez pour ne pas prendre de risques si un gars pète les plombs aussi haut, assez pour défoncer les 60 mm de bois de la porte palière si l'individu en question est en crise. C'est le sort qui avait été réservé à la porte de l'appartement de Willy des mois plus tôt. Willy, c'est un prénom d'emprunt à milieu de celui qu'il porte, c'est pour le protéger de la description qui va suivre. Le bois de la porte du logement avait volé derrière les coups de bélier des forces de l'ordre. C'était, il y a plus d'1 an, une nouvelle crise. Puis hospitalisation, silence radio, fin de l'épisode. Willy n'errait plus dans son logement. Il est resté plusieurs mois à l'hosto. Pendant tout ce temps, il a fallu poser une porte provisoire, une porte de cellule en métal. Cette satanée porte anti-squat haute sécurité remplaçait temporairement le bois défoncé. Ces portes sont comme des verrues sur un pied. C'est la seule qu'on a vue des mois durant sur ce palier, pour appeler à tous la crise. Un stigmate de plus pour identifier le logement de celui qui ne va pas bien du tout. Puis Willy est revenu après plusieurs mois. Il a gardé cette porte un bout de temps. Pour entrer, c'est un peu comme passer par l'écoutille d'un sous-marin. Cette installation nécessite en entrant de lever les pieds et de baisser la tête. Willy est un géant. Il devait se contorsionner 2 fois plus. Il a pesté plus d'une fois en attendant que cette cicatrice béante d'un passé qu'il aurait bien voulu oublier soit refermée. Les assurances, les services techniques, les prestataires et les délais de fabrication ont joué les prolongations. Et dans ce match, Willy n'était qu'un spectateur paumé, un monde trop complexe et qui va trop vite, impossible à coller au rythme, avec la dose de cachet qui le transforme en escargot. Willy peut heureusement compter sur sa famille pour l'aider dans son quotidien. Il a des cannes pour continuer à rester à la verticale, malgré la difficulté de tenir debout. Mais voilà, depuis un certain temps, elle ne l'aide qu'à distance. Nous sommes devant la porte désormais neuve du logement de Willy. Nous avons rendez-vous pour trouver une solution afin de mettre en place le traitement contre les punaises de lit qui sont revenues. Les insectes ont repris possession des lieux et les humains sont partis. La famille ne veut plus intervenir dans le logement. Auparavant, elle faisait le ménage, 1 fois par semaine, pour maintenir la décence. Aucune aide à domicile extérieure à la famille n'est envisagée. L'homme serait trop instable et dangereux selon ses proches. Mais Willy ne peut pas, n'arrive pas
ne sait plus entretenir seul son chez-lui. Depuis plusieurs mois, plus personne ne vient. Il nous faudra faire nettoyer cet appartement. Nous sonnons à sa porte. Le silence nous fait écho. Voilà des semaines que nous tentons vainement de le rencontrer à nouveau. Il me semble pourtant bien avoir vu son immense carrure tout à l'heure dans la rue, devant la barre de béton. Il avait au pied des baskets fluo. Il doit quasiment faire du 50 en pointure. Je frappe sur le bois neuf, un geste de la main qui ressemble à une bouteille jetée à la mer. Seul et isolé sur ce palier mal éclairé, nous attendons dans l'incertitude l'hypothétique rencontre. L'air semble se raréfier. Puis c'est un cri. La tension éclate comme un essaim de guêpe dégagé à coups de pied. Le bruit provient de l'appartement. C'est Willy. Il gueule. « Oui, j'arrive !» Pourquoi hurler? Pour quelle raison crie-t-on aussi fort juste derrière une porte? Nous, les deux visiteurs attendus, échangeons un regard où se mêlent l'appréhension et l'interrogation. Ma collègue, qui le connaît depuis des années maintenant, me dit « S'il n'est pas bien, si on ne le sent pas, on n'entre pas. » Le cliquetis du mécanisme métallique de la serrure résonne lugubrement sur le palier. Par réflexe, nous nous écartons de la porte. Willy ouvre. Il passe son énorme tête hors du logement et nous regarde, hagard. Sans aucune formule de politesse, il nous invite à pénétrer chez lui en criant. Nous entrons, car il paraît prêt à nous recevoir. De sa grosse main, il ferme la porte. Dans le minuscule couloir, nous nous gênons. Comme des poissons pilotes, nous le suivons dans le salon. La pièce est quasiment vide. Des feuilles rappelant des rendez-vous datant de plusieurs mois sont scotchées au mur, ainsi que quelques pensées disparates écrites au marqueur à la va-vite. Nous sommes à l'intérieur de sa boîte crânienne, avec ses souvenirs et ses pensées accrochés aux parois. Nous voici dans un endroit où nous ne devrions pas être. Son logement n'est pas fait pour accueillir l'extérieur, il est conçu pour se protéger du dehors. Dans cette pièce épurée, où les mots ricochent de mur sale en mur raclé, devant un aquarium vide, nous échangeons. Il nous faut rapidement planifier un nettoyage et le rangement du logement pour enchaîner sur la désinsectisation. Willy crie chaque mot, comme s'il voulait se réveiller, comme s'il souhaitait se persuader lui-même, comme s'il voulait sortir des vapeurs inhibantes des médocs qui l'autorisent à être dehors, comme s'il luttait contre la fatigue d'une souffrance intérieure, comme s'il s'adressait à cet homme, imposant et amorphe, en tentant de le convaincre. Il crie peut-être parce que l'homme qu'il est l'effraie. Il crie pour parler, parce qu'il ne peut pas faire autrement. Nous sentons que cet échange et notre présence le fatiguent. Il faut réaliser rapidement le tour du logement et partir pour le laisser seul. D'une certaine manière, nous lui faisons du mal. Chaque coin est rapidement contrôlé avec son accord préalable pour estimer le temps et le prix du nettoyage. Au sol, les allers-retours de Willy ont laissé une trace noire, comme un lion en cage. Le logement n'est pas catastrophique, mais il faudra ranger. Cela va déranger son quotidien. Les toilettes ressemblent à un urinoir d'air d'autoroute. La cuvette est recouverte d'excréments et l'odeur a la violence d'un coup de poing dans l'œsophage. Je me demande si Willy est conscient de tout ça. Ressent-il la honte à montrer cette pièce? S'est-il habitué? Le stress grandissant de notre hôte nous presse à poursuivre la visite des lieux. Il ne reste plus que la cuisine. Elle est plutôt bien rangée. Je veux dire en cela qu'il n'y a pas énormément de blattes et quasiment aucune nourriture à l'air libre. Willy a vraiment bien géré cette pièce. Nous échangeons un peu. Je pense qu'il est satisfait de montrer un coin décent de sa maison. Juste avant de partir, j'ouvre avec sa permission l'immense frigo. Ce dernier ne regorge que d'un seul ingrédient, des paquets de pots de yaourt empilés. Peut-on vivre en se nourrissant de yaourt? Personne d'autre que lui n'ouvre ce frigo pour l'aider à diversifier le contenu. Ces pots contiennent un peu de douceur à avaler quand le monde vous paraît violent et imbuvable. C'est une réserve, c'est une thésaurisation de vide. C'est la marque d'un homme seul et abandonné. Nous quittons Willy, je serre sa main qui ressemble à un énorme battoir, et je pense que cet homme crie parce qu'il a peur de l'image qu'il reflète au monde extérieur et qu'il ne sait pas comment s'en protéger. Qu'est-ce qui, selon toi, est le plus difficile pour quelqu'un qui vit dans les situations fragiles que tu rencontres? Je pense que la solitude et l'isolement sont les plus difficiles. Et tout le long, on a le jugement social qui est présent. Si j'arrive à résumer un petit peu comment je vois les choses,
c'est que ça commence par la peur du jugement de la maladie psychiatrique qui repousse la prise en charge. Et c'est souvent, ça donne lieu à des situations catastrophiques sans aucun soin. Les personnes doivent se construire un monde parallèle pour survivre. L'exemple d'avant, Willy, il est suivi, mais je rencontre des personnes qui ont besoin clairement de soins et qui du coup ne peuvent pas poser elles-mêmes un diagnostic en disant j'ai besoin d'aide, vu qu'il n'y a pas d'entourage, il n'y a personne qui le fait. Et du coup, elles se construisent un monde pour se protéger du monde réel et de la réalité de leur souffrance. Il y a aussi la peur du jugement de la pathologie. Une fois qu'il y a une pathologie qui a été donnée, et c'était le cas de Willy, c'est une étiquette qui relègue et ferme beaucoup de portes. Pareil, moyen d'entourage, plus on est dépendant de l'étiquette qu'on nous a collée. Et enfin, j'ai la peur du jugement aussi, c'est la peur d'ouvrir sa porte, c'est la peur d'accueillir le monde extérieur, et souvent par honte de son propre chez-soi. Quand on ouvre la porte, on s'ouvre un peu aussi. Moi, il faut savoir que quand je rentre dans un logement, souvent on fait des diagnostics pour les punaises. En l'espace de 2-3 minutes, on soulève les draps du lit et on contrôle avec la présence d'un chien s'il y a des punaises. Donc on rentre dans l'intimité. Et là, quand on ouvre la porte à quelqu'un, rarement on montre sa chambre à coucher. Donc du coup, voilà, c'est assez violent aussi symboliquement quand on rentre chez les gens. Moi, ma vision de la santé mentale et de la prise en charge, elle est biaisée par ce que je vois, parce que du coup, la plupart du temps, moi, il y a une énorme solitude avec un entourage défaillant ou absent. Et sans entourage, c'est comme si les effets étaient décuplés. En fait, il n'y a plus d'entourage, il n'y a plus de vigie, il n'y a plus quelqu'un qui peut tirer l'alerte, peut demander une hospitalisation, peut demander à la personne de reprendre son traitement, peut dire à la personne il y a quelque chose qui ne va plus bien, il faut qu'on t'aide. Et il n'y a plus d'appui. Pour les jours où ça va pas, du coup il n'y a personne. Donc c'est des gens qui sont seuls face à leurs problèmes. Comment nos sociétés pourraient-elles mieux répondre à ces besoins invisibles ? Alors moi qui viens du monde qui n'est pas celui de la psychiatrie, je pense qu'il faudrait vraiment déstigmatiser la santé mentale. Mais même sans parler de psychiatrie, parler de santé mentale, savoir qu'on a tous des hauts et des bas, et que être en bas, la force c'est de s'en rendre compte, et c'est pas une faiblesse. Faut vraiment déstigmatiser en arrêtant de pathologiser tous les troubles, et rappeler que derrière il y a des humains qui vivent avec ces troubles, et qui sont très loin de ressembler aux clichés qui sont véhiculés, comme souvent le cliché sur la schizophrénie. Il faut rappeler que ces souffrances, c'est subi, et c'est pas un trait de personnalité, et c'est souvent malheureusement un amalgame qui est fait en disant cette personne est comme ça, non, en fait elle souffre, et la personne qui elle est coincée par sa souffrance. On rappelait aussi qu'on a tous une santé mentale et que tout le monde peut avoir un jour besoin d'aide. Moi j'aime beaucoup parler de la pérédance avec les personnes qui sont éloignées des sujets de la santé mentale, qui ont une vision très stigmatisante. Je trouve que c'est une façon de faire qui remet l'humain au centre avec toute sa singularité. Puis ça permet aussi de parler du rétablissement en santé mentale qui est souvent trop peu abordé. Et ne pas parler du rétablissement, c'est garder les humains dans des cases et c'est terrible. Ouais. Qu'est-ce qui, même dans les situations les plus difficiles, permet de créer un lien ? Alors moi, quand je rentre dans un logement, et qu'au bout de quelques instants, je vois que la situation va devoir changer, que ça va être du coup violent pour la personne, j'essaye toujours que l'autre gagne quelque chose à mon intervention. Et pour cela, je dois tenter de comprendre, et pour le comprendre, il faut que je lui pose des questions. Je suis quelqu'un de timide, donc moi je pose pas des questions, mais quand je suis dans mon rôle, je sais que ma question peut sauver. Et du coup, c'est beaucoup plus facile de la dire. J'ai un réel intérêt pour sa façon de vivre et son ressenti. Et c'est pas du voyeurisme, c'est parce que factuellement, ça m'est indispensable pour adapter les actions futures, pour qu'elles soient le mieux vécues et le moins intrusives, du coup pour qu'elles réussissent. Je crois qu'il faut aussi parfois savoir écouter son cœur et faire confiance. Je vais te lire un petit texte que j'ai écrit sur mon dernier texte que j'ai écrit sur un gamin qu'on a rencontré dans un logement qui avait fait une importante crise d'angoisse. Ça s'appelle « Une matinée extraordinaire ». C'est passé il y a la semaine dernière. Visite à domicile, hier matin, prévue à 9h. Mais voilà, le destin en avait décidé autrement. J'arrive sur place,
Et j'apprends qu'il y a eu cette nuit un radiateur qui a claqué au 5e étage, quelques allées plus loin. C'est le gardien qui me l'apprend. De l'époque où je fus son chef, il nous reste la complicité du terrain, celle qui provient des revers de fortune des moins bien lotis dont nous fûmes témoins. Pierre, je veux toujours l'appeler Pierre, me répond au téléphone et me dit de le rejoindre. C'est avec un collègue dans le logement en question. Je monte, j'arrive sur place et on coupe l'alimentation de la colonne montante. On écope avec les moyens du bord. La pression descend, les 7 étages au-dessus, finissant par se vider. L'habitant est là. C'est un jeune homme, hébété par une nuit à ne pas fermer l'œil devant ce geyser d'eau chaude. En quelques minutes, la pression tombe. Le radiateur glougloute. L'inondation vient de rendre l'âme. Urgence technique, réponse pratique, compteur disjoncté, danger écarté, vanne fermée, problème réglé. Le jeune homme, que je nommerai Djibril, n'est pas bien. On lui dit de nous laisser faire et de se reposer un peu. On est presque des gosses qui vident l'eau d'un appart. On fait comme on peut, il n'y a plus grand-chose. On est même à 2 doigts de se marrer, l'urgence est derrière nous. Je termine d'éponger, Pierre est allé voir le jeune locataire chez sa mère, qui habite le même palier. Puis, Pierre arrive en courant et me dit « T'as pas ton brevet de secouriste, toi ?» Moi qui comprends que dalle. Non, pourquoi? C'est quoi le problème? Pierre, putain, le gamin, il est en train de partir, il tremble de partout. Sa mère appelle les urgences, là. Vas-y. Je me précipite dans le logement. Djibril est vautré sur le canapé, les jambes pendantes et la main gauche bizarrement tordue. Le gosse est en train de sombrer, il a du mal à respirer, ça saccade, c'est haché, chaque goulet d'air est un combat. Le smartphone de sa mère est sur haut-parleur. « Mon fils, ça ne va pas », qu'elle dit. Et ce médecin à l'autre bout. « Expliquez, madame, qu'est-ce qu'il se passe ?» La panique, la difficulté à maîtriser les subtilités d'une langue qu'elle a apprise sur le tard, tout ça s'entrechoque. Elle me passe le téléphone. « Vous êtes qui, vous, monsieur ?» Moi, je suis le type qui voit devant lui un gamin qui est en train de se paralyser et qui commence à baver, putain. J'explique que c'est urgent, qu'il faut venir vite. L'individu dont il est question nécessite clairement la présence d'un médecin. Djibril me regarde. C'est une feuille sèche, il tremble. « Monsieur, enlevez ma mère, je veux pas qu'elle se fasse de soucis. Monsieur, je sens plus mon bras ni mes jambes, monsieur, j'ai peur. » Je lui réponds, t'inquiète pas, ça va aller, une banalité du genre, déclamée avec la conviction de celui qui veut que ça arrive vraiment. Pierre arrive, je sais que Djibril lui fait penser à son gosse. On porte le gamin, il est raide et lourd comme du bois mort. On l'installe du mieux qu'on peut sur le canapé, presque confortablement. Sa petite sœur est là, je l'appellerai Anissa. Elle gère, elle apporte des couvertures. Son grand frère tremble de plus en plus, elle lui touche ses pieds, glacés, tordus. Il flippe. Il ne sent plus ses jambes. Il me redit « Monsieur, j'ai peur, j'ai mal au cerveau, j'ai mal au cœur. » Ma main reste sur son épaule. Je suis accroupi à ses côtés et prends le parti de dire que tout ça, c'est le choc et le stress. Plus le cachet qu'il a pris quelques minutes avant. Il me dit qu'il fait des réactions allergiques. Je lui dis que c'est le stress et le cachet qu'il a pris quelques minutes avant. Je m'en convainc parce que je n'ai pas mieux à faire. Je sens qu'il a besoin d'être assuré. Et je ne lui mens pas. Je me dis que si j'étais croyant, je me serais mis à prier, mais pas de force divine, juste le sentiment que ça va le faire. Djibril me dit qu'il a peur. Ses yeux se ferment, et quand il sombre, nous on lui gueule dessus, avec toute la bienveillance de ceux qui ont peur pour un autre humain. Ma seule mission est de le tenir éveillé pour le moment. Djibril me parle un peu. Il halète, hyperventile, mais il veut dire. Je lui demande de se reposer. Il plante ses yeux fiévreux dans les miens et me dit que c'est important. Il veut que je l'écoute. Il veut que je sache la vérité. Voyant que c'est un bon moyen de le tenir éveillé, je lui dis de me parler. Les mots sont difficiles à sortir. Il lui écorche le palais et l'esprit. Sa mère arrive et lui dit « Le docteur a dit qu'il faut que tu arrêtes de respirer. » Elle parle de l'hyperventilation, de se calmer. Sa phrase me ferait presque rire si j'étais un spectateur. Djibril continue à vouloir parler. Il prend quelques goulets d'air. Puis il vomit, sac tendu par sa sœur. Puis il boit, bouteille amenée par sa mère. Puis il se mouche, mouchoir apporté par sa sœur qu'elle tient dans ses mains tremblantes. Djibril a ses 2 mains inutiles et douloureuses. Elles sont glacées et il a peur. Je lui tiens la main et il lui demande s'il sent la chaleur. Moi, je ne sens que le froid et la sensation de tenir un cadavre. Il me dit qu'il sent ma main maintenant. Nous nous convainquons tous les deux que c'est une bonne nouvelle. Il continue à parler. J'ai trop de problèmes, monsieur, les papiers, j'arrive pas à les avoir. L'argent, c'est la galère, le boulot, je me fais arnaquer. J'ai trop de problèmes, c'est trop dur la vie. Puis il me parle de sa dépression, qu'il a faite et me dit qu'il a des problèmes psychiatriques et il veut que je le sache, que c'est important. Je lui réponds que c'est important et qu'en même temps je m'en fous. J'ai compris qu'il avait terriblement peur du jugement des autres
à ce sujet. Il confesse qu'il avait des accès de violence, mais que c'était avant, qu'aujourd'hui, c'est un gars gentil. Je lui réponds que je le crois. Je crois que c'est un petit gars qui est en train de se rigidifier sous mes yeux. Je lui caresse les cheveux pour qu'il se calme. Il pourrait être mon gamin. Djibril a peur de tout, surtout pour sa mère. Il a peur d'être une source d'ennui. Il a peur de tout faire de travers. Il a peur d'être un poids qui pèse et entache ceux qu'il aime. Les secours n'arrivent toujours pas. Djibril a peur parce qu'il ne sent plus ses pieds, qui lui font mal. Il sombre toujours aussi souvent. Je crois qu'il est exténué par l'incommensurable stress qui le broie. On continue à échanger. On maintient le fil de la discussion. On est tous les deux. J'ai hâte que les secours arrivent. Et j'ai peur, mais je le cache. On continue à parler de la clope et du tamien qu'il a arrêté il y a des années. Je le félicite. Du bac qu'il tente de repasser pour la 3e fois à 21 ans. En plus des petits boulots merdiques qui rapportent que dalle. Je reconnais que le monde est parfois vache. De celle qu'il aime et qu'il va épouser. Et toute la vie qu'il a devant lui. Les 13 kilos qu'il me dit avoir perdus récemment suite à sa dépression. Putain de vie pour un gamin qui galère. Celle qu'il aime arrive. Il s'enquiert du boulot qu'elle a quitté pour lui. Il me dit, dès qu'elle a tourné le dos, faites-la sortir avec ma mère. Je ne veux pas qu'elle me voie comme ça. De les savoir ici, ça empire. C'est trop dur pour moi. Je me sens encore plus mal. On se retrouve seul avec les collègues qui font des allers-retours pour guetter l'arrivée des secours et la petite sœur qui ne tremble pas et nous donne une sacrée leçon de vie. Anissa porte le monde et l'amour de son frère sur ses épaules. Djibril continue à parler. Je crois qu'il se sent libéré d'un poids. Il lui semble qu'il bouge plus facilement les mains. Moi aussi. Il se calme, mais respire toujours avec difficulté. Je continue mes mantras. Ça va aller, c'est le stress, c'est la fatigue. T'inquiète pas, les secours arrivent. Quelques instants plus tard, 2 infirmiers débarquent dans le logement. Ils lui prennent l'attention. Djibril leur dit que sa montre connectée ne captait plus son pouls. Il ne sent plus ses jambes, mais arrive à leur parler. Je me retire sur la pointe des pieds. Je n'ai plus ma place. Je dis au revoir à Djibril. Il est entre de bonnes mains maintenant. Je fais un signe de la main à sa petite sœur pour la remercier de son soutien et de sa présence auprès d'un frère qui a bien la chance de l'avoir. Puis je pense qu'un simple pouce levé ne veut pas forcément dire tout ça, mais j'ai envie de partir et de les laisser seuls et en famille. Le dos tourné, nous partons, représentant d'un bailleur venu pour un rendez-vous ailleurs, réquisitionné par l'urgence d'une fuite et resté pour une question de vie. Djibril parle un peu plus fort pour que je l'entende. Vous savez, ce monsieur, il est arrivé à me calmer, je ne sais pas comment il a fait. J'ai envie de lui répondre, j'ai rien fait mon gars, à part t'écouter vraiment. Mais je me retiens, par décence, pour ce qu'il vient d'endurer et parce que je suis trop touché. Il veut connaître mon nom ou mon prénom, et en lui donnant mon prénom, je me dis que dans l'urgence, je ne me suis même pas présenté. Nous enchaînons sur le rendez-vous prévu, et dans la rue, je sens que l'adrénaline retombe. Je revois la chaise roulante amenée par les secours, et j'ai une irrépressible envie de m'asseoir à mon tour. J'ai appris depuis que Djibril allait mieux, qu'il marchait auprès de sa mère et avait remercié encore une fois Pierre et ses collègues. J'apprends aussi que des journalistes sont présents. Il y a eu un homicide dans le quartier hier. Une mère a tué son gosse souffrant de handicaps multiples. Et je me dis que les médias sont là pour un drame, sans savoir qu'ils passent à côté du miracle ordinaire d'un gamin de 20 ans qui a retrouvé ses jambes. Fabien, veux-tu nous partager tes projets professionnels? Comment voudrais-tu agir à l'avenir? Je continue à aller sur le terrain, rencontrer de nouvelles personnes qui ont besoin d'être accompagnées, mais ne demandent rien. C'est vraiment ça qui me motive. Et en parallèle, j'aimerais pouvoir partager plus et transmettre quelques petites clés que ceux que j'ai rencontrés m'ont appris. Parce que dans ces rencontres, on en apprend beaucoup personnellement, et ce sont parfois de vraies leçons de vie. J'aimerais pouvoir former d'autres travailleurs qui interviennent au domicile auprès de tous ces invisibles qui ne demandent rien. En parallèle, je vais continuer à écrire pour raconter la vraie vie, celle qui est bien souvent cachée, et partager un peu d'humanité. Je crois qu'on en a tous besoin en ce moment. Je suis en train de chercher un éditeur pour ces histoires, et puis pourquoi pas continuer en écrivant une fiction plus personnelle à la rencontre de l'altérité et de ces existences formidables qu'on m'a contées. Un éditeur aurait beaucoup de chance de lire ton travail du coup et de faire en sorte de le publier. Quel serait ton message pour les citoyens et les décideurs? Ça serait regarder ce qui vous ressemble dans l'autre en sachant que vous pourriez être à sa place. Se mettre à la place de l'autre. Avant de conclure cet épisode, je te propose de répondre à 6 questions rapides que je pose à chacun de mes invités. Est-ce que tu es partant? Oui.
Quel moment clé a changé ton regard sur la santé mentale? Je crois que c'est un vécu personnel. On va dire que j'ai été témoin des souffrances psychiatriques et du rétablissement, dans l'intimité sur de longues années. Et plus récemment, j'ai fait la rencontre d'un père aidant qui m'a conté un bout de son histoire et m'a beaucoup appris. Si tu pouvais déconstruire une idée fausse une bonne fois pour toutes, ce serait laquelle? Que les personnes restent figées dans leur situation et qu'elles choisissent de vivre de cette façon. Vois-tu des innovations, peu importe le domaine, scientifique, social, architectural, qui pourraient révolutionner notre façon d'aborder la santé mentale et donc sa prise en charge dans les années à venir? Développer la pérédance et la sensibilisation. Y a-t-il un livre, un film, une œuvre ou une rencontre qui t'a profondément marqué sur le sujet de la santé mentale ou des troubles psychiques? Alors il y a un livre qui n'aborde pas la santé mentale, qui aborde juste l'humain et les parcours chaotiques des personnes qui se sont cabossées. C'est un livre d'un écrivain irlando-américain qui s'appelle Colum McCain, et le livre s'appelle Les saisons de la nuit. Ça permet de porter un autre regard sur les façons d'être que nous ne comprenons pas et l'importance du chemin parcouru. Et il y a aussi un poète contemporain qui m'aide beaucoup, qui est chanteur, qui est Hubert Félix Thieffen, qui chante une des chansons des plus connues qui s'appelle Les dingues et les paumés. Et sa façon de poétiser la souffrance et la marginalisation est importante pour moi. Et enfin, une personne qui est aussi très importante, un écrivain, qui est Jim Harrison, un écrivain américain, et qui parle des marginaux. D'ailleurs, son autobiographie s'appelle En marge. À partir d'aujourd'hui, que t'engages-tu à continuer, à initier, à arrêter ou à faire différemment en lien avec la santé mentale de manière personnelle ou professionnelle? Alors je vais essayer de transmettre ce que j'ai appris, comment accompagner au mieux dans la dignité quand on n'est ni soignant, ni proche, ni aidant, mais qu'on intervient de l'extérieur pour une toute autre chose au départ. Et je crois que ces interventions arrivent à sauver des vies parfois. Oui, j'en suis convaincue. Dans un an, comment rêves-tu que l'on agisse collectivement en faveur de notre santé mentale? J'aimerais qu'on ait des vraies sensibilisations avec de la déstigmatisation portée par ceux qui vivent cela de l'intérieur. Merci infiniment pour le temps que tu m'as consacré, pour tout ce que tu partages au quotidien, pour cette humanité qui déborde de partout, et pour nous permettre de voir ces personnes qui sont finalement invisibles. Je trouve que ça n'a pas de prix, ton regard sur tout ça. Merci. Merci. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le et abonnez-vous. Si vous souhaitez proposer des sujets, soulever des questions, partager vos réflexions, vous trouverez mes coordonnées dans le descriptif. Je ne manquerai pas de vous informer de la parution du futur livre de Fabien. Dans 15 jours, j'aurai le plaisir de recevoir le docteur Brecht Verbrugge. Il est médecin généraliste en milieu pénitentiaire en Belgique. Il a récemment choisi de briser le silence sur les conditions de soins en prison pour engager une conversation absolument essentielle sur la santé globale et la santé mentale derrière les barreaux. Un épisode cash et constructif à ne pas manquer. D'ici là, prenez soin de vous et de votre santé mentale. À bientôt! Vous venez d'écouter Éclat d'esprit, le podcast qui met en lumière avec authenticité et ouverture d'esprit les mystères de notre santé mentale. Ici, nous explorons les failles de notre esprit pour mieux comprendre ses forces. Nous brisons les tabous, on déconstruit nos idées reçues et nos préjugés, on parle espoir et rétablissement. Entre éclat de voix et éclat de rire, nous partageons nos expériences. Nous ouvrons un dialogue inédit avec des personnes concernées par un trouble, des experts à la pointe des évolutions actuelles et les acteurs pluridisciplinaires de terrain. Notre objectif ? Faire éclater nos vérités, contribuer à mieux comprendre les réalités complexes des maladies et de leur prise en charge pour ouvrir la voie vers d'autres possibles. En fil rouge, mon parcours personnel face à la maladie de mon mari, qui m'a confirmé que, tout comme les éclats de lumière se révèlent dans l'ombre, les moments les plus sombres de nos vies peuvent aussi faire naître des éclats de vie. De l'éclat d'esprit à l'éclat de génie, il n'y a qu'un pas. Franchissons-le pour construire ensemble un monde où la santé mentale est accessible à tous.